Bonjour, je vais profiter de ma promenade d'1 heure à 1 km maximum autour de mon domicile pour vous parler des livres de Julien Bobroff sur la physique quantique. Bon, en fait, la physique quantique, c'est juste le domaine de la physique qui étudie la matière aux très petites échelles, à l'échelle de l'atome et encore plus petit. Et oui, ça peut paraître un peu abstrait et déconnecté de nos préoccupations quotidiennes. Ah bah oui. Pourtant, en réalité, la physique quantique est présente partout autour de nous et explique énormément de phénomènes. Ah bon? Elle explique la façon dont nos yeux perçoivent la lumière. Elle explique la photosynthèse, la couleur des pierres précieuses et des métaux. Ou même, pourquoi tout simplement nous ne traversons pas le sol, alors qu'en théorie nous sommes constitués à 99% de vide. On fait difficilement plus terre à terre. Ce sont également les découvertes de la physique quantique qui ont donné naissance à un très grand nombre des technologies qui ont façonné notre monde contemporain. Le laser, le GPS, l'IRM et les transistors, les mémoires numériques et du coup toute l'informatique et Internet. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en dépit de cette omniprésence dans le monde autour de nous, les objets de la physique quantique, les atomes, les particules élémentaires, ne se comportent pas du tout comme les objets que nous avons la possibilité d'observer dans notre vie de tous les jours. Des objets qui ont une position bien définie, des limites dans l'espace, une vitesse, une trajectoire. Ainsi, on entend souvent dire, par exemple, que les objets quantiques peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps, se comporter comme des ondes ou des particules selon la façon dont on les observe, communiquer les uns avec les autres instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Hey. Peut-être avez-vous entendu parler du mystérieux poney de Schrödinger, à la fois mort et vivant. Peut-être avez-vous entendu parler du mystérieux chat de Schrödinger, à la fois mort et vivant. Ouais, en même temps, il est tout le temps comme ça, hein. Je vois pas trop ce que ça a de mystérieux, du coup. Autant d'affirmations spectaculaires, pas complètement fausses, mais pas tout à fait exactes non plus. Autant d'idées un peu propres à frapper les esprits et les imaginations. Et d'ailleurs, pas mal de gens plus ou moins bien intentionnés ne se gênent pas pour récupérer ces idées et poser le label quantique sur tout un tas de produits, d'idées, de théories, de thérapies, qui n'ont généralement pas le moindre rapport avec la physique quantique. Oui, il y a des coiffeurs quantiques. Mais trêve de mauvais esprit. Pour s'y retrouver dans tout ça, quoi de mieux donc que d'écouter les physiciens eux-mêmes, ceux qui ont les mains dans le cambouis, qui ont consacré leur vie, leur carrière, leur passion à étudier ces phénomènes. Julien Bobroff fait partie de ces physiciens et il a de plus le bon goût de se passionner également pour la vulgarisation et la transmission de ses connaissances. Il dirige en ce sens une équipe de recherche transdisciplinaire, La Physique Autrement, qui invente sans cesse de nouvelles manières de présenter la science au grand public, plus pédagogique, plus ludique, plus esthétique, en collaborant notamment avec des artistes ou des designers. Leurs 2 sites internet, vulgarisation.fr et touestquantique.fr, sont de véritables mines bourrées de ressources, des vidéos, des conférences, des expériences, des bandes dessinées. Et Julien Bobroff a donc également écrit des livres. Le dernier, La Quantique Autrement, présente les grands principes de la physique quantique à sa façon, en s'inspirant de son expérience de vulgarisateur. Le précédent, Mon grand mécano quantique, raconte 11 expériences fondatrices, essentielles de l'histoire de la physique quantique, et montre que parfois un rouleau de scotch ou la fumée d'un cigare peuvent être à l'origine de percées théoriques ou techniques incroyables. Car Bobroff est physicien expérimentateur, et il s'attache tout particulièrement à souligner cet aspect parfois méconnu de la recherche en physique. On a tendance, lorsque l'on imagine les physiciens, à avoir l'image toute faite de théoriciens un peu perchés qui élaborent des théories mathématiques compliquées, laissant les expérimentateurs se débrouiller pour bricoler un truc qui va valider leurs intuitions géniales.
Bobrov montre bien que cette relation entre théorie et expérience est au contraire un aller-retour permanent, et même que les plus grandes découvertes sont très souvent venues de résultats expérimentaux incompréhensibles qui ont obligé les théoriciens à penser de nouveaux modèles. Il met ainsi le projecteur sur des figures oubliées de cette histoire, partageant avec nous son amour des belles expériences, de l'imagination, de l'astuce et de l'audace des expérimentateurs. Et il en profite pour livrer également un plaidoyer en faveur de la recherche fondamentale, en faisant remarquer que même si les applications technologiques et commerciales de la physique quantique sont aujourd'hui innombrables, toutes ces découvertes passionnantes ont d'abord eu pour origine la simple curiosité gratuite, le pur et éternel besoin de comprendre un peu mieux comment fonctionne le monde. Je suis Nathalie Martin, conservateur des bibliothèques. Je suis responsable de la bibliothèque patrimoniale de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Nous sommes ici sur mon lieu de travail, à l'usine des tramways. L'usine des tramways a été construite à la fin du 19e siècle. Les travaux ont commencé en 1899 et en 1900, un réseau de tramways voyait le jour à Pau. Ce réseau comprenait 2 lignes gérées par la Société béarnaise des transports publics. Le bâtiment devant lequel je me trouve était une station équipée de 2 machines à vapeur qui produisaient l'électricité nécessaire à l'alimentation des câbles aériens du réseau de tramway. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite la direction culture de la ville de Pau et de la communauté d'agglomération. Les vapeurs d'eau s'échappaient par une immense cheminée qu'un ingénieur eut l'idée d'équiper d'un paratonnerre avec pour objectif tout à la fois de protéger le bâtiment, mais également de concevoir un système d'orientation. Aujourd'hui, plus aucune fumée ne s'en échappe. Cependant, le paratonnerre sert toujours de ligne de visée pour reconnaître un sommet depuis le boulevard des Pyrénées. Il suffit pour cela de viser le paratonnerre à l'aide des encoches que l'on trouve tout au long de la balustrade au-dessus des panneaux de fonte. Nous sommes ici devant le long bâtiment qui abritait la remise des tramways et les ateliers de réparation. L'ensemble des bâtiments de l'usine des tramways ont été réhabilités par l'architecte Jean-Jacques Cachot et ont ouvert au public en 2011. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite la bibliothèque patrimoniale, les archives communautaires, la mission Ville d'art et d'histoire et les services internes du réseau des médiathèques. Cet imposant parallélépipède métallique, imaginé par l'architecte Jean-Jacques Cachot, est le magasin de conservation des documents. Les documents y sont conservés à l'abri de la lumière, de l'humidité et des aléas climatiques. On y trouve les documents anciens appartenant aux archives communautaires et à la bibliothèque patrimoniale. Pour cette nouvelle nuit de la lecture 2021, dans le cadre de cette manifestation, je vais vous proposer 2 lectures de Ronsard. Alors les œuvres, puisqu'en fait c'était le poète des œuvres majeures, dans lequel se comptaient les odes et les élégies, et dans un deuxième temps, les sonnets, qui sont sans doute, qui parleront davantage à votre savoir et à votre culture, puisqu'en fait c'est ce que vous étudiez en classe. Je vais commencer par les odes, l'ode 31. Le boiteux mari de Vénus, avec ses cyclopes nus, n'alluma un jour les flammèches de sa forge, afin d'échauffer une grande masse de fer, puis en faire à l'amour des flèches. Venus les trempois dans du miel, amour les trempois dans du fiel. Quand Mars retournait des alarmes, en se moquant les méprisois, ébranlant sa hache, disoit « Voici bien de plus fortes armes. » « Tu t'en ris donc, lui dit Amour, vraiment. Tu sentiras un jour combien les pointures est ta mère. Quand d'elle blessée dans le cœur, toi qui fais tant le belliqueux, languiras au sein de ma mère. » Alors il fait référence à un petit passage de la mythologie où Mars se fait emprisonner avec Aphrodite dans un filet d'or tissé par Héphaïstos. Les amours de Ronsard.
Alors, l'onde et le feu, ce sont de la machine. Les deux seigneurs que je sens pleinement, seigneurs divins, et qui divinement ce fait divin ont changé sur les chines. Bref, toute chose ou terrestre ou divine doit son principe à deux seulement. Tous deux en moi vivent également. En eux, je vis rien que je l'imagine. Aussi de moi, il ne sort rien que d'eux. Et tour à tour, en moi naissent tous deux. Car quand mes yeux de trop pleurer j'apaise, rassérénant les flots de mes douleurs, l'or de mon cœur s'exhale une fournaise, puis tout soudain recommence mes pleurs. Voilà. Vous trouverez ces deux ouvrages à la médiathèque intercommunale André Labarrère. Je vous souhaite une excellente nuit de la lecture. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le réseau des médiathèques vous propose de devenir membre du jury d'un prix littéraire autour de primo-romanciers français. Alors, pourquoi des premiers romans? Eh bien, généralement, ce sont des romans de grande qualité dans lesquels les auteurs ont mis tout leur cœur, en fait. On sent que chaque mot, chaque phrase est pensée. La construction, en général, est également très réfléchie. Et nous autres bibliothécaires qui avons eu à faire la sélection, en fait, pour vous proposer les 6 titres que nous allons vous proposer, on a rarement eu de déception, en fait. Ça a été vraiment un grand plaisir. Voilà, alors pourquoi des premiers romans? Voilà, parce qu'on est également très heureux de mettre en lumière des romans qui ont souvent eu peu de couverture médiatique en fait, et qui le méritent largement. Voilà, donc maintenant je vais laisser mon collègue Stéphane vous détailler tout le côté pratique du déroulement du prix. Concernant les modalités pratiques de ce prix littéraire, vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant, dès que vous voyez la vidéo. La période d'inscription va se terminer au 28 février. Ensuite viendra le temps de la lecture. Vous aurez entre le 1er mars et le 31 août pour lire les 6 romans en compétition. À l'issue de ces lectures, un vote se déroulera entre le 1er et le 15 septembre. Pendant votre parcours de lecture, il y aura 2 rendez-vous organisés dans chaque médiathèque. Un au printemps et un en début d'été. Chaque médiathèque gérera son propre calendrier pour ces rencontres. Les inscriptions, vous allez pouvoir les effectuer de 2 manières. Soit en vous rendant physiquement à la médiathèque à laquelle vous voulez être rattaché au prix et en précisant que vous souhaitez faire partie du jury de ce prix littéraire. Soit vous pouvez le faire en vous inscrivant auprès de ma collègue Laurence et de moi-même par mail, et nous vous proposerons une affectation dans telle ou telle médiathèque de votre choix. Pour nous contacter, je vous donne nos 2 mails que vous allez pouvoir retrouver écrits en bas de la vidéo. Donc ma collègue Laurence Ougneux, c'est l.ougneux@aglo-po.fr, et pour moi, Stéphane Barthes, s.barthes@aglo-po.fr. Issue de votre vote au 15 septembre, chaque médiathèque délibérera et déclarera son gagnant dans la médiathèque. La remise de prix officielle aura lieu le 26 novembre 2021 en présence de l'auteur. Donc voici donc les 6 titres que nous avons amoureusement sélectionnés. Alors sachez que cette sélection, vous allez pouvoir la retrouver sur le portail, sur notre site internet en fait du réseau des médiathèques. Voilà. Alors premier livre, Il est juste que l'effort soit frappé, de Thibaut Bérard. Ce roman est celui d'une trentenaire, une jeune maman, amoureuse de son homme. C'est une ancienne punkette, rebelle et désespérée, qui en fait, avec sa rencontre avec Théo, le père de son enfant, eh bien, va basculer du côté de la vie. Or, la veille de Noël, elle va apprendre qu'elle a un cancer foudroyant, quasi mortel, et qu'il faut opérer d'urgence. Cela ressemble à du Dickens, vont-ils dire en s'amusant autant que possible, mais il faut savoir que la mort est au bout du chemin. On l'apprend
dès le début, puisqu'elle nous apostrophe en fait dès le début du roman, depuis les limbes. Rien ne nous est épargné. La douleur, les opérations successives, le désespoir aussi de mettre en souffrance les proches, et notamment Théo, son compagnon, blessé, dépassé, mais aussi plein d'un espoir fou, très émouvant, et qui a un emploi du temps de ministre. Travail, enfant, visite à l'hôpital, il doit tout gérer. Mais ils parviennent malgré tout à garder le cap. Il est juste que l'effort soit frappé, plutôt nous qui sommes forts que d'autres. C'est une belle posture de vie et de combat. Mais il faut savoir que ce livre en fait est tout sauf larmoyant. L'écriture est très inventive et riche en images, c'est un véritable shot de vitalité, et c'est un roman surtout qui nous montre que la vie est la plus forte. Même poussée à bout, dans ses extrêmes, elle rejaillit avec toujours plus de force. C'est un roman très émouvant, qui touche au cœur, et nous vous le conseillons très fort. Je vais vous présenter Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. Donc, ce premier roman évoque un amour maternel et filial. Ce roman, c'est un hommage que rend le narrateur à sa mère, à son courage, à ses combats, avec une écriture sensible, emplie de tendresse et d'amour. Un roman bref qui exprime la quintessence de l'amour maternel et filial, avec une écriture sensible, empreinte de tendresse et de délicatesse. Mais malgré cela, le narrateur ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment de culpabilité pour avoir mésestimé sa mère. Veuve trop jeune, c'est une mère qui va devenir mère courage, élevant ses 5 garçons avec un acharnement et une ténacité rarement vus dans un roman. Et ce dernier fils, qui ne sera jamais marié, qui va enseigner, va accompagner sa mère dans son dernier voyage. Plusieurs thèmes sont abordés dans le roman. L'analphabétisation, la douleur de l'exil, l'exclusion et surtout l'injustice sociale dont elle va être la victime. Malgré ce tableau un peu sombre, il y a une part belle qui est faite à la littérature et notamment au roman La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Bref, pour résumer, un roman lumineux, éblouissant de sincérité et qui ne tombe pas dans la mièvrerie. Béni soit Sixtine de Maëlys Adhémar. Sixtine est une jeune femme bien sous tout rapport, élevée par une mère très catholique, d'un catholicisme qui frôle parfois l'extrémisme. À l'occasion d'un mariage, Sixtine va rencontrer Pierre-Louis Su de la Garde, un polytechnicien séduisant. Il y a de suite entre eux une aisance à être ensemble, et en quelques mois seulement, la voilà mariée, puis enceinte, complètement embrigadée. Car c'est là qu'elle va entrer à pieds joints dans un milieu intégriste, celui des frères de la Croix, qui ils en sont à considérer le pape comme un suppôt de Satan, c'est dire. On suit Sixtine tout du long. Son personnage est délicatement ciselé et attachant. Elle est pieuse mais très vivante et beaucoup plus rebelle finalement que ce qui était attendu. C'est la naissance de son fils qui va pour elle être un beau déclic d'émancipation. Donc nous avons là un très beau portrait de femme, mais aussi une plongée comme si on y était dans le milieu fondamentaliste catholique. C'est un livre qui se lit d'une traite et est une belle réussite. On ne touche pas de Katie Roof. C'est un roman surprenant, puisqu'il associe plusieurs thèmes au spectre très large, à savoir l'enseignement, l'éducation nationale, la philosophie, l'identité corporelle et la métaphysique. L'héroïne principale se prénomme Joséphine, et Joséphine, elle a un double visage. Le jour, c'est une enseignante de philosophie dans un lycée de Drancy. La nuit, elle se transforme en Rosalie et vend ses charmes dans un club de striptease aux Champs-Élysées. Le jour, c'est la contrainte. C'est le monde de l'éducation nationale. C'est la ligne droite de l'enseignement. La nuit, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'identité corporelle et charnelle, sans tomber dans une vulgarité pornographique. Avec une écriture sensuelle et charnelle, empreinte de désir, l'auteur nous offre un roman
à la fois audacieux, libertaire et en même temps qui nous fait réfléchir sur notre société. Alabama 1963, Ludovic Manchette et Christian Niemek. Nous sommes en 1963 dans la petite ville de Birmingham, en Alabama. Des petites filles noires disparaissent et sont retrouvées assassinées. On a manifestement affaire à un tueur en série, mais la police blanche s'en préoccupe de très loin, ce qui ulcère Adela, une femme de ménage noire, petit bout de femme très discrète, mais aussi très déterminée, mine de rien, dotée d'un sacré tempérament. Car ce livre est aussi l'histoire d'Adela, celle d'une obstination, d'une révolte silencieuse. Et elle va décider de s'associer à Bud Larkin, un détective privé alcoolique, raciste et râleur, et c'est ce duo contre nature qui va mener l'enquête. C'est un roman qui prend des airs de polar, mais qui est surtout l'occasion de mettre en scène ce duo détonnant, et il va en éclore d'ailleurs une très jolie amitié, Bud apprenant au fur et à mesure à s'affranchir de ses préjugés racistes. Il y a du rythme, de l'humour, des dialogues très toniques, l'écriture est très cinématographique et cela donne un roman très plaisant à lire malgré le contexte qui peut sembler au premier abord angoissant, celui de la ségrégation qui sévissait aux États-Unis dans les années 1960. Ce roman écrit à 4 mains se dévore avec vraiment un très grand plaisir. Ce qu'il faut de nuit, de Laurent Petit-Mangin. Vous avez peut-être remarqué ce premier roman, puisqu'il a eu plusieurs prix littéraires et qu'il a fait l'actualité. Néanmoins, je vais quand même vous le présenter sous un angle un petit peu différent. D'abord, ce titre, sublime, empreint de poésie, l'auteur nous laisse alors envisager un roman sensible et esthétique. Ce roman peut se lire selon plusieurs modes de lecture. La confidence, le roman d'engagement ou la saga familiale. Vous avez le choix. Le narrateur, il est veuf et il a 2 fils, Fus et Gilou. Le narrateur est cheminot, adhérent au Parti socialiste et militant des premiers jours. Fus est un très bon joueur de foot. Gilou est très doué dans les études et promis à un avenir des plus radieux. Mais dans cette vie sans aspérité, Fus va montrer quelques signes de déviance et se placer en marge des convictions familiales. Il va adhérer aux idées du Rassemblement national. S'ouvre alors le temps de la révolte et de l'hostilité entre le père et ce fils. Le roman est dans une tension constante, avec une écriture nerveuse, mais qui ne déséquilibre par l'action, puisque celle-ci va monter crescendo jusqu'à un final des plus éblouissants. Simplicité, nuance, force et esthétique sont les maîtres mots de ce premier roman remarquable. Je vais vous lire Le cadeau de minuit de Sun Myung aux éditions L'Élan Vert. Jour et nuit ont 5 enfants. Aurore, matin, midi, soir et minuit. Alors que les enfants sont endormis, grand-mère tend approche et leur chuchote. Réveillez-vous, chers petits, j'ai des cadeaux pour vous. Aurore se frotte les yeux, la brume l'enveloppe. Elle sourit dans ce nuage bleuté. Tout est si tranquille. Matin bâille et s'étire. Des oiseaux bleus volent dans la brise. Son petit nez se fronce. Bonjour les oiseaux. Midi ouvre les yeux. Le soleil brille fort tout là-haut. Ses rayons chatouillent les fleurs et les papillons. Quand soir se réveille, le soleil se couche. Le ciel habille de rose, d'orange, de rouge. Quel spectacle! Est-ce un rêve ?
Mais quand minuit se lève, rien ne l'accueille. Il fait noir, partout. Sur sa joue, une larme coule. Grand-mère Temps veille sur minuit et appelle ses frères et sœurs. Aurore est la première. Pour toi, voici un nuage de brume. Il séchera tes larmes. Matin arrive ensuite. Pour toi, voici la brise. Elle rafraîchira tes joues. Midi ajoute. Pour toi, voici des confettis de soleil. Ils t'éclaireront. Puis, c'est au tour de soir. Pour toi, voici les couleurs du ciel. Elles habilleront tes rêves. Minuit est si content. Merci beaucoup. À moi de vous offrir un cadeau. Minuit tend à chacun un petit bout de lui-même. Regardez, les ombres sont nées. Aurore, matin, midi et soir sont partis. Mais minuit n'est plus seul. Dans la brume, bercée par la brise, et sous le ciel piqué d'étoiles, minuit peut s'endormir. Et les couleurs poussent dans ses rêves.